Voilà. Eh ben, c'est parti. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes déjà 138, c'est énorme. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'est la première fois que nous organisons une réunion qui a tant de succès. Et peut-être, oui, pour mon Zoom, avoir 140 personnes en ligne, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, je voudrais remercier d'abord tous les intervenants, c'est-à-dire vous, les collègues des alliances françaises et les collègues de enseignants, professeurs de langue française qui ont accepté de participer et bien évidemment nos intervenants qui sont co-hôtes et peuvent activer leur micro quand ils veulent. Merci aux collègues des Alliances françaises. J'en ai vu quelqu'un. Il y a le collègue de Monterrey, Virgilio. Il y a Alexei de Tolyatti en Russie. Merci à vous d'être là. Il y a plusieurs collègues. euh, L'écran est petit, donc je ne les vois tous et je ne les vois toutes, les collègues des alliances françaises d'Europe et pas seulement d'Europe, vu qu'il y a aussi le Mexico qui a accepté de participer. Alors, avant de commencer et de présenter la soirée, je vous invite à participer à ce petit sondage que nous allons faire aussi pour orienter nos collègues intervenants. Alors, voici, je lance le sondage, répondez librement. 88% ont répondu, 90, 91. Bah, écoutez, on arrête le sondage et on partage les résultats. Voilà, nous avons un public d'enseignants de français des écoles publiques, des enseignants des alliances françaises, des étudiants aussi qui participent, des présidents et présidentes et des directeurs, directrices d'alliances françaises. Donc voilà, le public de ce soir, 176 collègues en ligne. Alors, pour, euh, pour continuer, je voudrais d'abord présenter la soirée avant de donner la parole à nos collègues qui sont là, les collègues de l'Organisation internationale de la francophonie. Et je vous rappelle que nous sommes en présence de notre secrétaire général de la Fondation des Alliances françaises, Marc Cerdan. Donc, je commence tout de suite en posant une question. Pourquoi sommes-nous là ce soir? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a le plaisir de se retrouver autour d'un sujet qui nous est cher et qui nous passionne. C'est la langue française, évidemment, et de le faire avec des amis de cette belle langue, comme Imator, conseillère chargée de la langue française au cabinet de la secrétaire générale de la francophonie, et Alexandre Wolff, chef de l'Observatoire de la langue française. Deuxième raison, la nécessité de faire le point sur la langue française en Europe, donc dans notre région, et enfin pour trouver de nouvelles pistes de travail pour les enseignants qui nous suivent ce soir et pour les collègues des alliances françaises. En tant que présidence de la zone F de l'Europe des alliances françaises, nous avons décidé, en accord avec la Fondation des alliances françaises et en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie,
institution, cette dernière qui siège au conseil d'administration de notre fondation, d'organiser cette rencontre pour connaître les chiffres illustrant la diffusion du français en Europe et finalement pour sortir de la régression constatée et constante depuis quelques années de la langue française en Europe. Une baisse et une régression qui, à notre avis, n'est pas inéluctable. Dans notre narration bien vivante et appropriée, nous parlons toujours du français comme d'une langue d'avenir. Ce ne sont pas de 20 mots, fruits d'un slogan original bien conçu. Nous croyons que c'est bien cela. Mais cette formule de langue d'avenir doit s'incarner au quotidien, dans nos démarches, dans notre engagement au quotidien. Un engagement qui passe par les enseignants, enseignantes des écoles, des universités, des étudiants aussi, et les enseignants des alliances françaises, mais aussi par l'engagement de nous-mêmes, présidentes, présidents, directrices et directeurs des alliances françaises, et par les membres de nos conseils d'administration. Alors, on le dit clairement, et ce soir, on va l'apprendre mieux. La tâche n'est pas simple. Ce n'est pas si facile de rendre encore plus vivante et attractive l'image du français. Une langue qui est perçue malheureusement comme élitiste ou un peu loin de la modernité. En revanche, pour sortir de cette mauvaise représentation et faire comprendre les atouts offerts par la langue française, cela est, à notre avis, capital. Chers et chers collègues, j'ai terminé. Nous sommes censés faire reculer le recul du français. Cette expression de Madame Louise Mouchikivabo, secrétaire générale de la francophonie, illustre bien la consigne qui nous a été confiée. Comme Alliance française d'Europe, nous devons nous lancer dans des dynamiques de mobilisation concertée qui, avec l'aide et le soutien de l'OIF et de la Fondation des Alliances françaises, nous incitent à passer de la vigilance à l'action. La rencontre de ce soir, j'en suis sûr, va nous offrir des pistes qui permettront d'alimenter notre travail sur le terrain, soit sur le plan pédagogique que sur le plan culturel, sur le moyen et sur le long terme. Si changer la donne et sortir de cette régression est possible, cela passe par deux phases obligées et conséquentes l'une à l'autre, la connaissance et l'accompagnement. Ce soir, nous sommes là pour en savoir plus. Dès demain, c'est à nous de trouver des moyens partagés et originaux de sortir de cette situation défavorable. Bon courage à nous tous et je passe la parole à Ima Thor-Faus, conseillère chargée de la langue française au cabinet de la secrétaire générale de la francophonie. Ima, à toi la parole, tu peux allumer ton micro. Ima, tu es là? Cher Elle n'est pas là. Bonjour Raphaël, Alexandre. bonjour. Si, elle est là. Elle vient d'envoyer un petit courriel. Apparemment, elle a un petit problème de micro et il y a un technicien qui est en train de travailler Alors, à réparer ceci. Je pense que ça va pas prendre trop de temps. d'accord. Alors, dès que je la vois dans la liste, pour l'instant, elle n'est pas là. Et je vais l'ajouter au co-hôte. Alexandre, je ne sais pas si on veut continuer avec vous, avec toi. Et après, on C'est comme vous le passera à... souhaitez. Oui, C'était plus logique, évidemment, que
Kimator Ima intervienne rentre, oui. en première. Malheureusement, elle n'est pas encore, n'a pas encore rejoint la réunion, hélas. Alors, pour rester dans le sujet, nous sommes déjà à 181. C'est vraiment très de mettre tout. Il y avait des personnes dans la salle d'attente, je ne sais pas pourquoi. Ok. Je vais essayer de l'appeler. Hein. Accordez-moi une Ok, seconde. ok, Alexandre, et bien, peut-être que notre collègue Marc Cerdan de la Fondation des Alliances françaises, notre secrétaire général, veut bien dire quelques mots. Ce serait bien gentil de sa part. Écoutez, Marc. merci. On va profiter de cette séquence. D'abord, au nom de la Fondation, Lélo, bravo pour cette initiative. Effectivement, on est presque 200, on est à 184 cette initiative. Et donc, je vois qu'il y a beaucoup d'enseignants de tous horizons, donc pas que des alliances françaises, mais c'est très bien. Les alliances sont ouvertes sur le monde. Moi, en tout cas, je suis un spectateur attentif de cette séquence parce que nous préparons, dans le cadre des 140 ans, du congrès des 140 ans qui aura lieu en juillet prochain, un grand événement mondial à Paris, et qui se tiendra d'ailleurs à l'UNESCO. Et évidemment, nous allons traiter cette question de la langue française. Nous allons le traiter avec des éléments aussi, comme c'est le cas ici, quantitatif, état des lieux, comprendre un petit peu où on en est, mais aussi avec une réflexion un peu prospective et stratégique, avec aussi des personnalités inspirantes. Donc, j'attends aussi de cher Lélo, et merci de vous tous, aussi de l'inspiration pour nous, pour nous aider à imaginer cette séquence qui nous permettra de nous projeter dans 20 ans, dans 30 ans, où en sera la langue française, où en seront les langues, le plurilinguisme, où seront évidemment les alliances, pour lesquelles l'Alliance française est au cœur du réacteur, mais qui en même temps a une vocation, je dirais, plus large, hein, puisque la langue française est au service d'un projet de dialogue, un projet humaniste, un projet d'échange, un projet de diversité, je dirais même un projet d'amitié, soyons fous. Voilà, et donc c'est peut-être tout ça qu'il faut remettre en avant, revaloriser. Et interromps-moi dès qu'il m'a est rentré, hein, Lélo, n'hésite pas. je... Oui, Ima n'est pas encore rentré. Alors, Alors, je un l'ai profit. eu, Oui, je l'ai eu au téléphone. Hein. Donc, oui. les techniciens sont sur Ah l'appareil. Je ben, pense que ça va se alors, régler. on emploie Mais le temps sinon, avec d'autres. euh, sinon, elle est d'accord pour qu'éventuellement je vous fasse oui, la petite présentation sur les données et puis pour intervenir d'accord. juste après, si vous voulez Alexandre, tenir le alors, temps. pour gagner du temps, je vais mettre dans le chat pour les collègues qui ont demandé l'attestation. Alors, d'abord, je vais mettre dans le chat un document qui est très important et que vous pouvez, chers collègues, télécharger. C'est la synthèse du rapport 2022, la langue française dans le monde. C'est un document capital que vous pouvez télécharger du site de l'Organisation internationale de la francophonie. Et après, je vous invite à vous doter de cela. C'est un ouvrage capital. Chaque page, là, c'est une chose incroyable. Il y a un petit QR code qui vous permet de télécharger tous les données qui ont construit, qui ont réalisé une seule, deux fois, deux pages. Donc, c'est d'une richesse incroyable. Alors, enfin, je vous envoie dans le chat pour les collègues qui ont demandé l'attestation le lien pour l'avoir. Voilà. OK. C'est parti, Alexandre. À toi la parole. Bien, merci, cher Raphaël. Merci beaucoup de cette invitation. Merci à Marc Cerdan aussi d'être présent et pour ce qu'il a dit. Je vais donc partager, si vous le voulez bien, mon écran pour
une petite présentation en diaporama. Donc, il faut que dois-je faire d'ailleurs pour ça? Je dois Alors, il y a le bouton vert au centre, partager l'écran. Voilà, tout à et fait. choisir la bonne vignette, la fenêtre. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. Ça y est, Alexandre. Parfait. Voilà. Donc, je vais vous tenter de vous résumer cet ouvrage dont on vient de présenter la synthèse et la couverture, ce qui est un exercice un peu difficile, mais évidemment, en me focalisant un peu plus sur l'Europe. Mais je crois que c'est important aussi d'avoir des éléments de contexte généraux pour comprendre un peu quelle est la situation du français aujourd'hui. Donc, l'ouvrage, il est là. Il est depuis que nous nous sommes parlé, il est maintenant en ligne intégralement. Donc, vous pourrez aussi aller le consulter sur notre site. Il se présente sous la forme suivante. Il y a donc 3 grandes parties. L'une qui s'attache à décrire la présence et les usages du français dans le monde. La deuxième, sur laquelle je m'attarderai peut-être un peu plus, qui concerne l'enseignement-apprentissage du et en français. Et une troisième qui est consacrée plutôt aux questions culturelles et à la place du français sur Internet. Alors, commençons par les faits dits saillants, les grandes données concernant la langue française. C'est toujours la 5e langue la plus parlée au monde, après l'anglais, le chinois, l'hindi et l'espagnol. Évidemment, une réalité très importante dans le contexte du paysage mondial du français. 60% de ses locuteurs quotidiens, je reviendrai sur cette terminologie de français, se trouvent sur le continent africain. C'est toujours la langue officielle de 32 États et gouvernements et de la plupart des organisations internationales. C'est important aussi, c'est une langue d'enseignement pour plus de 93 millions d'individus répartis dans 36 pays et territoires. C'est évidemment une langue étrangère apprise par plus de 50 millions de personnes, mais aussi une langue de médias internationaux dont certains sont bien connus comme TV5 Monde, mais plus largement. Et c'est encore la 4e langue de l'Internet dans un groupe de langues qui vient après l'anglais, le chinois et l'espagnol, constitué par l'arabe, l'hindi, le portugais et le russe. Alors les francophones, où sont-ils? Combien sont-ils? 321 millions de francophones en 2022, avec une répartition qu'on a jugée utile pour comprendre, pour avoir une connaissance un peu plus fine de ce qu'on entend par là, qui distingue donc les francophones qui utilisent quotidiennement le français. On a appelé ça la planète naître et ou vivre aussi en français, qui constitue l'essentiel des francophones à travers la planète, près de 80%, et une vingtaine de pourcents de francophones qui sont dans d'autres territoires où le français est vraiment une langue strictement étrangère, mais qui néanmoins sont des francophones qui peuvent être tout à fait excellents. L'usage quotidien du français correspond à peu près au périmètre que vous avez sous les yeux, avec une carte qui distingue en jaune les territoires, en gros, où le français est d'un usage quotidien, même s'il n'est évidemment pas d'un usage exclusif. On va y revenir largement. Donc, la répartition mondiale des francophones par continent, toutes catégories confondues, montre bien déjà une certaine domination de l'Afrique, une prééminence de l'Afrique, avec près de 51% des francophones qui résident sur ce continent, mais comme vous le voyez aussi, une place très importante de l'Europe, qui est le deuxième continent le plus peuplé de francophones, en quelque sorte. Alors, si on regarde de plus près les locuteurs quotidiens de français, donc ceux qui ont un rapport plus intime et plus fréquent, surtout avec la langue française, où elle se trouve la langue du foyer et de l'école, ou de l'école, la langue officielle bien souvent, évidemment la langue de communication, une langue des médias, de la culture, mais aussi des affaires sur ces différents territoires. Et là, on voit très nettement la domination de l'Afrique, en particulier de l'Afrique subsaharienne, océan Indien. Mais si l'on prend l'Afrique dans son ensemble, on atteint plus de 60%. Mais là encore, l'Europe est assez bien placée avec un tiers à peu près de ses locuteurs quotidiens de français. Évidemment, l'usage du français s'exerce à des degrés divers sur ces
territoires. Et c'est pour ça que nous avons jugé utile de présenter une carte que nous avons actualisée en 2022, qui exprime la répartition en pourcentage de la population des francophones sur chacun des territoires étudiés, où l'on va du plus clair au plus foncé, donc du pourcentage le plus faible au pourcentage le plus élevé. Et donc, vous voyez qu'évidemment, en dehors des territoires où le français est la langue première, comme on dit, et de toute façon la langue officielle, comme la France, la Belgique, le Canada, enfin, ou l'une des langues officielles, ou la Suisse, eh bien, il y a tout de même beaucoup de pays dans lesquels une proportion non négligeable de la population est francophone et qui se situe donc sur le continent africain, mais pas seulement. On y reviendra aussi un petit peu à propos de l'Europe. Et lorsque l'on parle de maîtrise du français, on a la chance de disposer d'un certain nombre d'études qui sont réalisées par l'institut qui s'appelle Kantar, qui réalise donc des enquêtes à grande échelle dans les villes. Alors, ce sont les pays qui sont indiqués ici, mais il s'agit bien des villes ou des principales villes de ces pays-là pour recueillir les réponses des locuteurs sur leur maîtrise du français. C'est autodéclaratif. Et donc, vous voyez que dans ces villes africaines, donc là qui sont citées ici, donc y compris le Maghreb, eh bien, il y a toujours une proportion significative de personnes se déclarant francophones. Alors, avec une distinction, néanmoins, entre ceux qui considèrent maîtriser vraiment bien la langue française, qui sont un peu moins nombreux, mais dans certains pays, ça dépasse quand même la majorité, et ceux qui déclarent maîtriser le français ou être capables de s'exprimer en français sans en avoir une maîtrise parfaite. Toujours est-il que ça montre une présence quand même très significative du français dans ces villes africaines. Et si l'on regarde toujours grâce à ces enquêtes un peu plus profondément, un peu plus en détail les choses, on s'aperçoit que dans les langues utilisées à la maison, et là on va arriver à la question du plurilinguisme, le français n'est pas, loin s'en faut, la langue principale utilisée, ce sont les petites colonnes en bleu, sauf exception, mais qu'elle est néanmoins toujours présente comme autre langue, parfois dans des proportions plus modestes, notamment dans les pays où une autre langue nationale réunit l'ensemble de la population. Mais là encore, le français est toujours présent, y compris dans les foyers, ce qui est peut-être surprenant pour certains, et beaucoup plus présente encore au travail, où évidemment là, elle est un outil, un instrument de travail qui la rend plus présente et plus nécessaire, où elle se retrouve en situation de langue principalement utilisée dans un plus grand nombre de cas. Il faut au passage signaler que les pays dans lesquels le français est moins fréquemment utilisé reflètent des situations où, comme je le disais, une langue nationale rassemble l'essentiel de la population. C'est le cas, par exemple, au Mali avec le Bambara, c'est le cas aussi au Rwanda avec le Kinyarwanda, c'est un peu le cas aussi au Sénégal avec le Wolof, et bien entendu dans toute la sphère arabo-francophone qui utilise principalement l'arabe ou les arabes de ces territoires. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'en étudiant les évolutions depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est que la croissance du nombre de locuteurs de français est due essentiellement à l'Afrique subsaharienne et à l'océan Indien, puisque comme vous le voyez sur ce graphique, près de 15% de cette croissance relève de ce sous-continent. Et d'ailleurs, les projections qui sont faites par notre partenaire sur toutes ces questions d'estimation de francophones, qui est l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, montrent qu'à l'horizon 2070, eh bien, près de 80% des francophones seront sur le continent africain, même si l'Europe conservera encore une place significative. Alors, les questions pour l'avenir de la langue française, en général, dans le monde, elles viennent d'un certain nombre de constats. Le premier, c'est que depuis 2010, depuis que nous réalisons ces enquêtes avec une méthodologie fiable et constante, aucun pays de l'espace africain n'a connu de modification significative de son pourcentage de la population francophone par rapport à la population totale.
Et on retrouve donc les mêmes pays dans les mêmes tranches, majoritairement inférieures à 50%, il faut le rappeler, à l'exception des quelques pays, 5 ou 6 pays qui avaient déjà dépassé ce seuil où on était très proche. Il y a donc, par rapport aux projections qui sont faites souvent et qui sont citées, et c'est intéressant de les avoir en tête, une prudence à avoir, puisqu'on estime que si la population francophone devrait continuer à croître dans le monde, elle peut croître beaucoup moins vite si les évolutions constatées en Afrique ne changent pas de rythme. Alors, pour anticiper l'avenir, il y a un certain nombre de sujets, évidemment, de conditions à examiner. Et le premier, le principal, eh bien, c'est la question de l'éducation. Là, on parle des enfants ou des élèves qui sont scolarisés en français, en rappelant que 76,5% de tous les élèves dans le monde scolarisés en français se trouvent en Afrique subsaharienne, au océan Indien. Eh bien, on peut relever un certain nombre de faits. D'abord que sur la quinzaine de pays de la région où les taux de scolarisation sont disponibles, on voit qu'ils progressent entre 2015 et 2020. Ils sont souvent supérieurs à 60-65%, parfois un peu plus, jusqu'à 90% dans certains pays, mais qu'ils stagnent ou ont baissé, parfois même dans plusieurs cas, comme je le signale ici, avec les cas du Burundi, du Cameroun, des Comores, de Madagascar, du Niger, du Sénégal ou du Tchad. Il y a donc là une alerte sur la question de la scolarisation qu'il faut avoir en tête et qui est déterminante, bien entendu, pour la diffusion du français qui arrive encore essentiellement, même si ce n'est pas uniquement, par l'école. De la même manière, le taux d'alphabétisation des personnes âgées de plus de 15 ans est en moyenne supérieur à 64%, et il est plutôt en augmentation sur les 10 dernières années, plus 12 points en Afrique subsaharienne, ce qui est plutôt positif. En revanche, le niveau des élèves, qui est mesuré notamment par les études réalisées par la conférence des ministres de l'Éducation nationale francophone au travers du programme d'analyse des systèmes éducatifs, le PASSEC, montre que sur les pays étudiés, 14 pays d'Afrique subsaharienne, 52% des enfants encore arrivés en fin de cycle primaire n'ont pas le niveau de français suffisant. Donc, une alerte, une vigilance à avoir sur ces questions d'éducation. Il y a d'autres paramètres, évidemment, qui vont jouer sur l'avenir de la langue française, notamment en Afrique. Je passerai peut-être plus rapidement là-dessus. C'est l'intérêt que les locuteurs de français trouvent à maîtriser la langue française. Et là, les enquêtes, toujours de cet institut Kantar, montrent que globalement, une majorité, voire une très grande majorité de la population considère que le français est utile, est important pour faire des études, pour s'informer, pour se cultiver, pour aller sur Internet. Et donc, ça, c'est évidemment un signe plutôt encourageant pour la vitalité du français. Nous avons fait aussi dans le dernier rapport, vous en prendrez connaissance si vous en avez l'occasion et l'intérêt, des enquêtes plus spécifiques sur les variations socio-linguistiques du français. Et donc, ce rapport, non seulement entre le français et les langues nationales en Afrique, mais aussi entre le français dit standard et les français qui s'épanouissent et qui reflètent la diversité et la richesse de la francophonie et qui montrent que c'est aussi un enjeu pour l'avenir. Donc, dans les enjeux, j'en ai noté quelques-uns qui donc sont le fruit de nos analyses, des données collectées. D'abord, c'est que la francophonie se caractérise d'abord par un plurilinguisme généralisé et protéiforme. Donc, se pose peut-être la question de l'appropriation du et des Français par ses locuteurs. Le français en Afrique est une langue seconde et utile, malgré l'origine de sa présence, qui lui est parfois reprochée, comme vous l'avez sans doute entendu. Donc, la question de la valeur ajoutée du français est une question importante, mais pas seulement en Afrique. Et je pense que les alliances françaises d'Europe, d'ailleurs, connaissent cette dimension et cette importance accordée à l'utilité du français. Les langues nationales, on parle plutôt là du continent africain, sont un patrimoine qui est bien sûr estimé et apprécié des populations, mais pas forcément une cause. Il n'y a pas d'opposition entre le français et les langues nationales. C'est toute la question de la diversité linguistique que la francophonie met très souvent en avant et en œuvre dans ses actions.
Et puis, cette dernière question que j'évoquais des variations sociolinguistiques du français, donc qui s'appuie sur une étude qui a été faite dans 10 pays, qui montre elles ne sont pas niées, mais elles ne sont pas non plus revendiquées, mais souvent, elles ont une image assez dégradée, bien que très présente. Donc là, il y a un enjeu, celui qu'on appelle parfois de la décentration du français, cette capacité du français à refléter et à être assumé par tous ses locuteurs à la surface du globe. Alors, j'aborde maintenant la question de l'apprentissage en français, avant d'aborder celle de l'apprentissage du français langue étrangère. Donc, pour dire d'abord que le français est la langue d'enseignement dans 36 États et gouvernements, à des degrés divers, bien sûr, comme langue unique ou principale de scolarisation dans les territoires qui sont ici signalés, et j'ai mis en vert ceux qui relèvent du continent européen. Vous voyez qu'une majorité, effectivement, se trouve en Afrique. Il y a aussi, bien sûr, le Canada, Québec. Et pour l'Europe, vous connaissez bien les territoires dans lesquels le français est la principale langue de scolarisation, parfois aux côtés d'autres, comme en Suisse. Et puis, il y a le cas où le français est une langue de scolarisation parmi d'autres, à différents niveaux, parfois plus tard dans l'enseignement, donc entièrement ou partiellement, et qui regroupe aussi un certain nombre de pays qui se trouvent sur pratiquement tous les continents, puisqu'on va de l'Europe, bien sûr, à l'Asie, en passant par l'Afrique de nouveau, et l'océan Indien, et l'Amérique aussi, avec le Canada, bien entendu. Donc, cette réalité de l'apprentissage en français concerne 93 millions d'apprenants dans le monde, avec là, de façon encore plus marquée que pour les locuteurs de français, une très, très grande prééminence de l'Afrique subsaharienne et de l'océan Indien, qui rassemble plus de 75% de ces apprenants. Et nous allons donc pouvoir évoquer la question du français langue étrangère, qui vous est peut-être plus familière. Les dernières estimations donc montrent qu'il y aurait au moins 51 millions d'apprenants de français langue étrangère en 2022. Nous n'avons pas forcément des statistiques complètes pour tous les pays, mais donc c'est un seuil minimum. La grande majorité d'entre eux se trouvent sur le continent africain de nouveau, mais cette fois-ci en Afrique du Nord Moyen-Orient, en fait essentiellement le Maghreb, pour évidemment un contexte que vous connaissez sans doute et qui est plus complexe qu'il n'y paraît, puisque le français n'y est pas tout à fait une langue étrangère, puisque souvent devenant aussi médium d'enseignement pour certaines matières, notamment dans le supérieur, et avec une présence avérée dans un certain nombre d'autres secteurs, mais néanmoins, elle a le statut de langue étrangère et est enseignée comme telle. Donc vous voyez que là aussi, après l'Afrique, c'est l'Europe qui occupe la plus grande part. Alors, concernant l'apprentissage du français langue étrangère, les quelques éléments principaux qu'on peut retenir, c'est que c'est d'abord la deuxième langue enseignée dans le monde après l'anglais. C'est encore la deuxième langue étrangère dans le primaire et le secondaire, en tous les cas, dans l'Union européenne, dans les pays de l'Union européenne et le Royaume-Uni, pour un total de 8,6 millions d'apprenants. Derrière, donc, l'anglais, mais devant l'allemand et l'espagnol. Et puis, on peut noter les quelques pays où il y a plus d'1 million d'élèves et d'étudiants qui apprennent le français langue étrangère, dont vous verrez en vert ceux qui concernent le continent européen, qui est bien représenté, donc. Mais là encore, il y a des pays qui relèvent de pratiquement tous les continents. Alors, si on voulait et analyser les évolutions, on pourrait noter donc les progressions significatives, supérieures à 10% depuis 2018. Vous voyez que là aussi, la liste des pays est assez variée, mais qu'il y a, malgré ce que l'on va voir dans quelques instants, quelques pays européens qui se distinguent, alors parfois avec des effectifs de départ qui sont assez bas, donc c'est pour ça que la progression semble importante, sans concerner forcément des effectifs très, très significatif, mais ce n'est pas toujours le cas. Aux Pays-Bas, il y a beaucoup d'apprenants, par exemple, du français langue étrangère. Et puis, évidemment, il y a des reculs qui sont là aussi significatifs. J'ai retenu que ceux supérieurs à 10%. Et comme vous le voyez, là, pour le coup, l'Europe est malheureusement très bien représentée, et on va le voir dans l'évolution générale. C'est un des continents qui fait exception
avec un net recul de l'apprentissage du français langue étrangère. Voilà, les évolutions mondiales, elles sont reflétées par ce graphique. Donc, vous voyez plutôt des progressions, parfois importantes, comme en Amérique Caraïbe, mais là encore, avec la réserve que les effectifs de départ sont parfois un peu modestes. Mais néanmoins, globalement, une bonne dynamique du français langue étrangère, sauf en Europe, où on a une baisse de presque 10%. Alors justement, l'Europe, parlons-en. Donc je reviens sur les francophones pour montrer un peu le poids de l'Europe en quelque sorte. Donc sur le total des pays européens pour lesquels nous avons pu recueillir des statistiques fiables, c'est-à-dire 43 pays qui représentent 748 millions d'habitants, 18% de ces habitants sont francophones, ce qui est quand même assez intéressant. Et si l'on distingue en quelque sorte deux parties de l'Europe, l'Europe de l'Ouest et du Nord, et l'Europe centrale et orientale, on voit que ces francophones sont quand même essentiellement dans la zone Europe de l'Ouest et du Nord, qui comprend donc 130 millions de francophones. Alors, si on regarde le pourcentage de francophones par pays en Europe, en dehors des pays où le français est langue officielle, eh bien, on voit qu'on a ici un classement, une répartition qui montre que, bien sûr, il y a un pays qui se distingue de tous les autres, c'est Andorre, avec une très forte proportion de la population qui est aussi francophone, évidemment, pas seulement. Je pense que notre conseillère langue française est bien placée pour le savoir. Et puis, un certain nombre de pays auxquels on ne pense pas forcément comme pays francophones, parce que de fait, effectivement, c'est pas la langue française qui domine, mais où il y a des proportions très significatives de la population susceptible de s'exprimer et de comprendre le français. Vous voyez dans l'ordre le Portugal, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche, l'Irlande, la Roumanie et l'Espagne. Je me suis arrêté à la frontière des 10%, mais il y a encore des pays plus bas qui ont des pourcentages intéressants de francophones. Et donc, oui, beaucoup de pays européens ont une population francophone. Alors, sur l'apprentissage du français langue étrangère en Europe, ce qu'on peut retenir, bien sûr, eh bien, c'est le recul du nombre d'apprenants de français langue étrangère de 10% tout de même. On peut aussi rappeler que les pays anglophones placent en revanche, eux, le français toujours en première position. C'est quelque chose qu'on oublie parfois, avec plus de 500 000 apprenants de français langue étrangère. C'est plutôt la partie ouest de l'Europe qui reste un bastion de l'apprentissage du français, qui est enseigné en Europe principalement en deuxième et parfois en troisième langue vivante étrangère. Ce qui, quand on prend le top 5 en quelque sorte des gros effectifs de français langue étrangère en Europe, recouvre la réalité suivante, avec l'Italie en tête, suivi de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Roumanie et un peu plus loin de la Suisse, dans sa composante non francophone, bien entendu. Alors, quelques mots sur les actions de la francophonie en faveur du français langue étrangère en Europe. Je vais citer 2 ou 3 instruments ou outils de coopération que nous avons mis en œuvre et auxquels vous pouvez recourir pour ceux qui sont sur le continent européen. D'abord, le Centre régional pour l'enseignement du français en Europe centrale et orientale, le CREFECO, qui rassemble une communauté de 10 000 professeurs et concerne plus d'1,5 million d'élèves répartis sur 8 pays. En 2021, ces actions ont concerné plusieurs milliers de bénéficiaires directs et aussi à travers le numérique, un certain nombre d'enseignants. Parmi les actions phares, j'en cite quelques-unes, il y a un dispositif de formation à distance consacré aux jeunes enseignants débutants en action, qui consiste en des heures de formation, donc qui ont touché des enseignants issus de 13 pays différents en 2020 et 2021. Un forum régional des futurs et jeunes enseignants de français qui a connu sa 2e édition à Sofia en août 2022. Des Olympiades internationales de la langue française qui concernent une centaine de jeunes de 20 pays en 2021 et qui ont des éditions annuelles. Et puis aussi des formations, bien sûr, en tutorat et la conception de ressources
notamment pour l'intégration des notions liées à l'égalité femmes-hommes dans l'enseignement. Et aussi, à titre d'exemple, un hackathon pour la création de jeux vidéo sérieux de promotion de la langue française et de la francophonie, qui a connu sa 3e édition le mois dernier. Alors, nous avons aussi un dispositif qui s'appelle les initiatives francophones nationales et d'établissement, qui concerne plutôt les administrations et les fonctionnaires et diplomates des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, membres et observateurs, dans la région Europe centrale, orientale et balte, puisque c'est cette région qui est la plus active dans ces programmes, avec 64% des effectifs concernés. Et sur 20 initiatives soutenues à travers le monde, 11 concernent la zone Europe centrale, orientale et balte, où vous avez ici les pays qui sont cités. Donc près de 1000 personnes formées en 2021. Et le dernier appel à manifestation d'intérêt a donc été conclu il y a quelques semaines pour ouvrir la période 2023-2026. Ces initiatives consistent en un certain nombre d'actions que j'ai rappelées ici rapidement. Évidemment, la formation aux Français des relations internationales, y compris par le recours à la certification, grâce à un partenariat avec le Français des Affaires, qui est le centre de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, qui dispense un diplôme du français professionnel en relations internationales. Nous organisons aussi des séjours en immersion pour les hauts fonctionnaires, des formations techniques et thématiques en français, des séminaires régionaux pour renforcer le réseau diplomatique francophone et des séminaires de simulation de conférences internationales. Je dois ici évidemment relever et saluer le partenariat exemplaire que nous avons avec beaucoup d'alliances françaises dans ces différents pays pour mener à bien ces activités. Et puis l'OIF déploie, notamment à travers sa direction langue française et diversité des cultures francophones, avec lequel l'Observatoire est en relation évidemment constante, déploie des partenariats pour des ressources, pour la production de ressources, notamment avec TV5 Monde, vous les connaissez sans doute très bien. Et donc sur les sites Apprendre et enseigner avec TV5 Monde, on a contribué à la réalisation de 42 émissions de 7 jours sur la planète, plus de 100 exercices d'auto-formation par an et plus de 250 fiches pédagogiques par an également. Et puis un partenariat avec Hachette, qui cible aussi le français dans les relations internationales et qui a permis de mettre au point et d'actualiser 2 manuels qui concernent des niveaux de langue différents que vous voyez ici et qui s'enrichissent d'un parcours numérique. Et il y a enfin un cartable numérique, tout ça est en ligne évidemment, soit sur notre site, soit sur le site de TV5 Monde, cartable numérique de la francophonie qui est destiné aux enfants, aux adolescents et bien sûr aux enseignants pour mieux connaître la francophonie institutionnelle et qui a été réalisé à l'occasion du 50aire de notre organisation. Alors, quelques questions qui a été évoquées d'ailleurs par Raphaël au début sur l'avenir, les conditions de l'avenir du français en Europe, du français langue étrangère. Bien entendu, ce serait de reconnaître les vertus du plurilinguisme dont nous sommes, nous tous ici, autour des écrans convaincus, mais qui peine encore à trouver son chemin. La première chose à faire, ce serait de mettre en œuvre les fameuses conclusions du Conseil européen de Barcelone, qui remontent à 2002 tout de même, suivi notamment par les recommandations du Conseil européen toujours du 22 mai 2019 relative à une approche globale de l'enseignement et de l'apprentissage des langues, qui ont été renforcées tout récemment par les déclarations et les conclusions du Forum Innovation, Technologie et Plurilinguisme, organisé par la présidence française du Conseil de l'Union européenne en février 2022. L'objectif étant, dans tous ces cas, et passant par l'apprentissage d'au moins 2 langues étrangères dans les systèmes éducatifs. C'est l'une des clés, évidemment, rééquilibrer le poids des différentes langues enseignées, à la fois dans le temps. La précocité de l'enseignement est évidemment un facteur déterminant et c'est bien trop souvent réservé à une seule langue, que je n'ai pas besoin de nommer. Et bien sûr, le statut de ces langues, c'est-à-dire obligatoire, optionnel, jusqu'à quel niveau. Et un des points importants qu'on a constaté, c'est que
la reconnaissance de la maîtrise de toutes les langues et du français en particulier dans les évaluations est évidemment un critère déterminant pour son choix comme langue étrangère et sa poursuite dans l'enseignement. Et enfin, de manière plus générale, évidemment, il faudrait moderniser et rendre plus accessible l'apprentissage du français. Là, ce sont plus des questions, évidemment, d'outils, de ressources et de didactique, mais qui ont leur importance quand on connaît, et ça a été rappelé aussi tout à l'heure, l'image parfois un peu de langue difficile qui s'attache à la langue française. Et puis enfin, la mobilité, évidemment, des apprenants, mais aussi des professeurs de français langue étrangère, est un facteur qui sera tout à fait décisif. Je terminerai avec juste deux petites diapositives sur une grande partie du rapport, mais qui nous concerne peut-être moins directement aujourd'hui, mais que je voulais rappeler, qui concerne donc les questions culturelles et numériques, qui sont aujourd'hui très, très intimement liées. Donc, on peut parler de retour. En fait, elle n'avait jamais disparu, mais retour dans le discours, en tous les cas politique et l'actualité, de la diversité des expressions culturelles. Je rappelle donc que le français est aujourd'hui en 4e position sur Internet, mais qu'il a une grande marge de progression avec la connectivité qui doit progresser, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas du continent africain. Une donnée qui est celle de la vie réelle, mais qui se transfère aussi sur Internet, qui montre que 40% des utilisateurs d'Internet sont plurilingues et que les langues qui connaissent les plus grandes progressions ces dernières années sont l'arabe et les langues asiatiques, sans doute aussi parce que leur taux de connexion est en progression, ce qui n'est pas le cas forcément suffisamment du monde africain francophone. Enfin, terminer sur cette question qui est liée donc à la transition numérique qui touche tous les secteurs culturels et qui met en avant une nouvelle problématique que les Québécois ont désignée sous le terme de découvrabilité, qui revient à appréhender la manière dont les contenus francophones, les contenus en général, en l'occurrence les contenus francophones, non seulement culturels, mais aussi éducatifs, scientifiques, peuvent être trouvés sur Internet, peuvent être recherchés sur Internet, peuvent être recommandés par les plateformes qui ont un poids considérable. Et là, on a quand même quelques éléments qui nous incitent à nous préoccuper de cette question. Aujourd'hui, plus de 60% du trafic Internet est constitué par des visionnages vidéo. Et si on met ça en rapport avec le fait que une des plus grandes plateformes, Netflix, recommande 60% des contenus qui sont visionnés par ceux qui regardent Netflix, eh bien, on voit bien que cette problématique de la recommandation devient tout à fait cruciale, problématique qui est prise en compte dans la stratégie de la francophonie numérique, qui porte sur les années 2022-2026, qui a été adoptée en décembre 2021, et que la francophonie commence à prendre en charge avec notamment l'initiative de TV5 qui s'appelle TV5 Monde Plus, qui est une plateforme francophone en 6 langues de sous-titrage, fidèle à notre combat pour le plurilinguisme et la diversité linguistique, et qui offre déjà un catalogue riche de plus de 6770 heures de programmes qu'il faudra évidemment renforcer et enrichir, mais qui est une première réponse à cette nécessité de répondre aux attentes des internautes en matière de culture et de culture francophone. Voilà, j'en termine avec ce petit écart sur la culture et l'Internet. Vous avez ici, sur cette dernière diapositive, l'adresse du site de l'Observatoire, qui vous renverra à toutes les ressources que j'ai évoquées et, depuis quelques jours, au rapport lui-même. Mes coordonnées courriels et celles de ma collègue qui travaille en grande partie avec moi à l'Observatoire, Madame Francine Kemener, si vous avez des questions ou besoin que l'on échange plus en détail par la suite, le lien vers la synthèse et puis le lien vers des petits films de présentation des principales données du rapport. Et je me tiens évidemment à votre entière disposition pour toute question si vous en avez. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher Alexandre. Merci, passionné, passionnant, comme toujours. J'ai mis dans le chat, dans quelques instants, vous aurez la possibilité de télécharger ce riche diaporama présenté par Alexandre Wolf. Et vu qu'on a plus ou moins résolu les problèmes de
Ima Tor. Ima, si tu peux nous dire quelques mots, comme tu veux. Voilà, peut-être on n'entend pas très bien. Alors moi, je peux mettre le haut-parleur du téléphone. Oui, Vas-y, Ima, peut-être tu arrives. Est-ce que vous m'entendez? oui, oui. D'accord, d'accord. Un horrible écho. Alors oui, nous aussi, je pense que c'est lié Il y a un petit retour. au Attendez, téléphone. attendez. Désactivez le son. Vas-y, Ima. Alors je pense qu'elle va rappeler. Oui, Ima, je te mets en haut-parleur, mais j'ai peur que ce soit en fait, mon écran parce que, ben oui, du coup, et si je désactive le son de l'ordinateur, voilà. Vas-y, Alexandre. Vas-y, Ima. Alors, bonsoir à tous. Je suis vraiment désolée pour ces problèmes techniques qui n'ont pas pu être résolus. En fait, il paraît que j'ai une incompatibilité. J'ai une nouvelle machine qui est allergique à Zoom. Voilà, c'est l'explication qu'on m'a donnée. Donc, je ne vais pas vous embêter trop longtemps parce que le son, je sens qu'il est très mauvais. Je vais juste vous saluer tous au nom de la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, et vraiment me réjouir en son nom de l'action des Alliances françaises, de votre engagement dans ce mouvement associatif, que vous soyez dirigeant, et je suis ravie d'être aux côtés de Marc Cerdan, le secrétaire général de la Fondation, et de Raphaël Romano, le président de la zone Europe. Que vous soyez enseignant ou que vous soyez tout simplement des amoureux de la langue française, ce que nous sommes tous ici, je crois. Et nous avons raison parce que vous avez vu que porté par l'élan de la jeunesse de l'espace francophone, cette langue a un bel avenir devant elle. Et la présentation d'Alexandre l'a montré. La secrétaire générale souhaite mobiliser les États et gouvernements, les 88 États et gouvernements de la francophonie, pour qu'ils adoptent au prochain sommet de la francophonie qui aura lieu en fin de semaine prochaine à Djerba en Tunisie, une déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie. Ils vont s'y engager pour une action renouvelée, pour une action plus résolue en faveur de la promotion et de l'enseignement du français. Et nous aurons également au niveau de l'OIF un nouveau cadre stratégique qui va être adopté aussi à ce sommet pour les 8 prochaines années. Et je peux d'ores et déjà vous dire que ce cadre stratégique a des ambitions très importantes dans ce domaine. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais écouter avec beaucoup d'attention, comme je l'ai fait depuis le début, vos interventions et les questions que vous pourriez avoir. Merci. Ima, merci. Merci à toi. Et Ima, une passionnée de la francophonie, elle a contribué en siégeant au conseil d'administration de la Fondation des Alliances françaises. Elle a bien contribué à peaufiner la charte des Alliances françaises, la charte de l'Alliance française, à travers des suggestions bien pertinentes concernant donc la francophonie.
Vous avez déjà dans le chat, encore une fois, le PDF à télécharger. Maintenant, c'est la foire aux questions. Vous pouvez réactiver votre micro. Je vous demande en revanche de lever la main. Vous avez la possibilité de travailler sur les réactions, sur le bouton réaction de Zoom. Donc, si vous voulez poser des questions, il y a le petit bouton lever la main. Et voilà, Gaël a déjà levé la main. Et donc, après, nous passons à ce petit moment d'échange et de débat. Encore une fois, je vous remercie. On a été 202 au maximum. Et je remercie tous les collègues des Alliances françaises, Francis, et les collègues que j'ai vus. J'en ai vu beaucoup, mais j'ai oublié déjà de les mémoriser. Alors, Gaël, à vous la parole. Bonjour, Gaëlle Cartier, je suis enseignante de français en ce moment en Italie. Alors, a été évoqué aujourd'hui des résultats insuffisants d'enfants qui sont scolarisés en français en Afrique et notamment des résultats insuffisants qui sont mesurés à la fin de la primaire. On a exactement le même phénomène au Canada, qui est censé être un pays bilingue, avec une population française toutefois en déclin, aux alentours de 20%. Il y a des méthodes, de nouvelles méthodes qui ont été développées et dont les résultats sont flagrants, notamment pour que les enfants soient capables d'interagir en français et avec une diminution de l'anxiété langagière, une communication avec aisance et spontanéité. Et je voulais savoir, donc cette approche s'appelle l'approche neurolinguistique. Je voulais savoir si de façon générale, il y avait une réflexion sur le rôle des méthodes d'enseignement pour justement le maintien et la diffusion du français, avec les problématiques qu'on connaît tous, difficultés des apprenants à s'exprimer à l'oral, démotivation et puis difficulté à gérer des classes où on peut avoir par exemple 30 personnes. Merci Gaël. Je ne sais pas si cela peut, si Alexandre veut se lancer, c'est une question plutôt liée aux formes pédagogiques. Je ne sais pas, Alexandre, si tu peux dire quelques mots sur... Je malheureusement, sans doute, pas la capacité réelle de répondre à une question vraiment qui concerne les professionnels. Et on a autour de l'écran sans doute plein de gens capables de mieux répondre à cette question. Simplement, ce que je peux dire, c'est du point de vue de la francophonie et des outils qu'on met en place, on a à cœur de traiter cette question de la modernisation, je ne sais pas si le terme est très juste, mais de l'adaptation, en tous les cas, des méthodes d'apprentissage qui soient plus efficaces, plus attrayantes, qui répondent aussi à des nouveaux publics et parfois à des publics difficiles, avec des effectifs qui peuvent être importants. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec alors le Centre régional d'enseignement du français d'Europe centrale et orientale pour cette zone-là, à la fois dans la formation, l'accompagnement de la formation des professeurs, toujours en lien avec évidemment les ministères, et les associations de professeurs de français, et avec le soutien, je le disais souvent, des alliances françaises, mais aussi dans la production de ressources qui se veulent plus modernes, plus conformes aux usages, notamment des jeunes aujourd'hui. Je parlais des jeux vidéo sérieux, je parlais des ressources en ligne avec TV5 Monde. Voilà, je sais que les associations de profs de français réfléchissent beaucoup à cette manière de renouveler l'approche du français et aussi ses méthodes d'apprentissage, qui sert aussi ce renouvellement à servir la cause, c'est-à-dire à déployer un plaidoyer auprès des autorités éducatives, parce que finalement, c'est souvent aussi là que les choses se jouent. Et il faut, pour que le français soit proposé, que les autorités, évidemment, donnent à la fois le feu vert et les moyens pour le faire. Donc, c'est aussi grâce à ça qu'on pourra montrer ce que tu disais, Raphaël, au début,
la modernité et l'actualité de cette langue française qu'il faut encore parfois démontrer. Oui. Merci Très bien. beaucoup. Alors, merci à vous, Gaël. Alors, il y a d'autres collègues qui veulent se lancer? Allez, voilà Isabelle Collin de l'AF de... Ah bah, c'est vous? Malte. De Malte. Vas-y Isabelle. Bonjour Raphaël et Bonsoir. bonjour tout le monde. Merci pour la présentation. On s'apprête à lancer, nous, à Malte, une campagne de promotion du français dans les écoles, un projet où on a trouvé plusieurs collaborateurs, notamment les éditeurs, mais aussi le gouvernement maltais sur leur budget francophonie, pour essayer justement d'enrayer ce recul du français que nous, on a remarqué aussi depuis au moins 3 ou 4 ans, à hauteur de 25%, c'est énorme. Hein. La chute du nombre d'apprenants est assez préoccupante, hein, on va dire quand même, quand on voit les pourcentages. Et ce n'est pas que lié au Covid, c'est indépendant du Covid, je pense. Et donc, il faut trouver les solutions ailleurs. Et j'aurais voulu savoir si, dans d'autres pays, dans votre rapport, vous avez pu identifier les différentes raisons pour lesquelles le français est en recul, si vous avez réussi à trouver un peu le pourquoi, et s'il y a des pistes pour essayer de l'enrayer. Comme vous le disiez, bon, évidemment, collaborer avec le gouvernement et puis qu'il y ait les moyens, etc., ça aide. Mais il y a une compétition telle dans l'offre de langue dans les écoles, langue étrangère, et notamment le fait quand vous parliez tout à l'heure, de dynamiser un peu les leçons, les classes avec les méthodes, le numérique, etc. Donc il y a une question de moyens, ça c'est clair, mais il y a aussi une question d'homogénéiser sur un pays les méthodes utilisées pour que tout le monde ait accès à peu près au même type de leçons. Par exemple, le programme de français à Malte a beaucoup évolué, faisant en sorte que dans les écoles publiques, ils ont arrêté d'utiliser des manuels scolaires et ils utilisent des photocopies. Donc, les étudiants à faire du noir et blanc, donc ce sont des ressources créées par les professeurs, mais c'est quand même de la photocopie et donc c'est du noir et blanc. Et faire 2 ans sur du noir et blanc, ben après ils arrêtent et ils ne continuent pas le français. Voilà, donc ici à Malte, dans mon contexte, c'est je pense, un des facteurs qui fait qu'il y a un recul. Donc, je voulais un peu avoir l'idée, l'opinion de vous autres experts un peu partout dans le monde. Merci. Merci à toi Isabelle. Alexandre. Oui, alors les raisons du recul, oui, on les a analysées. Alors cela dit, c'est toujours assez contextualisé, mais on retrouve quand même quelques traits communs. Je les ai pris en miroir pour dire ce qu'il fallait faire pour que ça change dans ma diapo sur les vertus du plurilinguisme. D'abord, quand même, et avant tout, il y a une question de politique éducative. C'est clair que cet engagement qui a été pris, donc en tous les cas, cette recommandation qui a été faite par le Conseil de Barcelone, qui a 20 ans maintenant, qui semblait faire l'unanimité pourtant d'apprendre au moins 2 langues étrangères dans les systèmes éducatifs, serait extrêmement, si elle était mise en place, favorable au français, puisque dans pratiquement tous les cas, le français est la 2e langue étrangère. Et en tous les cas, c'est cette possibilité d'avoir une 2e langue obligatoire qui offre des perspectives aux Français dans la plupart des pays. Il y a évidemment parfois où il est en 3e position, mais ça, je pense que c'est un levier majeur. Mais ça ne sera décidé par les pays. Enfin, plutôt, ça peut être décidé par les pays s'il n'y a pas les moyens qui vont derrière, c'est-à-dire le recrutement, la formation, la modernisation des outils et des ressources. Ça n'aura pas beaucoup d'effet. On connaît par exemple un autre exemple sur un autre continent, le Ghana, qui a rendu obligatoire l'apprentissage du français, mais qui malheureusement ça n'a pas eu d'effet majeur. Enfin, si, le français a quand même progressé, mais pas autant qu'il aurait dû parce que manque de professeurs, manque de moyens. Bon. L'autre raison du recul, c'est que souvent le français, ou parfois,
le français n'est plus ou n'est pas considéré dans les évaluations qui permettent ensuite de choisir une filière, de passer dans une classe, dans telle ou telle classe, de s'orienter favorablement en fait. Et donc l'effort à fournir pour maîtriser le français n'est pas motivé par ce stimuli de la reconnaissance que ça pourrait apporter. Un cas très très flagrant, c'est le cas de la Grande-Bretagne qui, il y a quelques années, a conservé l'apprentissage du français, mais lui a enlevé toute valeur dans l'attribution du niveau. Alors, je ne sais plus, c'est le level A, je crois, qui permet de poursuivre ensuite ses études. Donc, évidemment, les étudiants, les élèves, qui ne sont pas forcément courageux spontanément, si ça compte plus dans la moyenne, en gros, ou pour avoir ce qu'on souhaite, eh bien, on s'en désintéresse. Une autre explication possible, ça vous l'avez dit, mais c'est la difficulté qu'il faut, je crois, quand même reconnaître de la langue française, en tous les cas, dans la façon dont elle est apprise la plupart du temps dans les systèmes éducatifs, qui peut effectivement refroidir, voire rebuter un certain nombre d'élèves. Là, c'est une question que je laisse ensuite aux professionnels, parce que la langue française, nous disent les linguistes, les cogniticiens, les neuros, on a évoqué la neurologie tout à l'heure, les neurosciences, n'est pas plus difficile qu'une autre langue, mais peut-être que dans la manière de l'aborder et de l'enseigner, il y a des obstacles qui peuvent faire un peu peur. Voilà les quelques raisons. Bien sûr, la compétition des autres langues, et là, j'ai vu quelque part dans la discussion le caractère utile, y compris économiquement, des langues joue. Et donc, si on comprend, on considère et on comprend que le français est une langue qui va ensuite vous servir dans la vie professionnelle, qui a une valeur ajoutée, qui va vous permettre de faire des études à l'étranger, par exemple, qui va vous permettre aussi de trouver du travail. Et c'est le cas. D'ailleurs, on voit que se développent de plus en plus des diplômes professionnels de français ou des formations professionnelles de français. Eh bien, on sera plus motivé pour l'apprendre. On sortira du discours un peu généralisé, pas tout à fait faux d'ailleurs, qui est de dire que hors l'anglais, point de salut pour des relations, pour intégrer le monde du travail et travailler à l'international. Ce qui est objectivement vrai, mais pas suffisant. Tout le monde maintenant parlant à peu près l'anglais international nécessaire, c'est la deuxième langue justement qui fait la différence. Alors, une dernière chose sur l'homogénéisation et les plaidoyers. Alors, notre centre régional, le CREFECO, avait fait un plaidoyer, je pense qu'on peut trouver en ligne, je vais essayer de vous retrouver ça, pour l'apprentissage du français, qui pointait un certain nombre d'arguments qui pourraient aussi vous servir à vous à Malte, même si là, la campagne est déjà lancée, mais je vais essayer de vous le retrouver. Et sur les programmes harmonisés, il y avait une belle initiative aussi de notre autre centre de formation régionale qui lui se trouve en Asie, le CREFAP, Centre régional d'enseignement du français pour l'Asie-Pacifique, qui avait mis à travailler avec des professionnels sur place et des éditeurs pour mettre en place un manuel qui s'appelait FAD-FLE, formation à distance pour le français et langue étrangère, donc un manuel numérique qui était contextualisé sur l'Asie et qui a aussi beaucoup servi des professeurs, je pense, dans leur tentative de redynamisation de l'enseignement du français langue étrangère. Je vais essayer de trouver ces deux ressources et si je ne les trouve pas tout de suite, les communiquer à Raphaël pour la suite. Bien sûr, écoute, les réflexions que tu viens de nous donner tout à l'heure sont précieuses, nous sont précieuses parce que ce sont les mêmes réflexions que nous faisons depuis des années, mais à en avoir la conscience nous aide beaucoup. Alors, il y a Ima qui participe aussi, même à distance, même sans voix. Elle, pour répondre, c'est Ima qui dit ça, pour répondre partiellement à la question de Gaël, que l'une des causes principales de l'échec scolaire en Afrique francophone est son enseignement sans lien avec la langue maternelle des enfants. C'est pour cela que nous déployons, l'OIF déploie les programmes ELAN qui installent
d'abord l'enfant dans sa langue maternelle et les résultats, nous dit Ima Tor, sont probants. Donc, merci Ima d'avoir ajouté ces précieuses précisions. Alors, maintenant, la parole à Mireille. Je pense que nous pouvons rester une autre 10 minutes et après, nous allons congédier nos intervenants. Alexandre, quelle heure est-il chez toi au Québec? Moi, il est 12h15, donc ça va, je suis pas, je suis pas au bout de ma journée. Voilà. Alors, Mireille de l'Alliance française de Vérone. Alors moi, j'ai une petite observation à faire. À l'heure actuelle, croyez-vous sincèrement que l'Afrique, le continent africain, soit le futur de la langue française? Je vous pose cette question parce que j'ai lu récemment, depuis les visites du président Macron en Algérie et ailleurs pour la francophonie, que les pays africains effectivement choisissent la langue française. Ceux qui la choisissent font partie de l'élite, mais que la population elle-même ne choisit plus la langue française, qui, comme d'ailleurs en Algérie, malgré ce qu'a écrit le collègue, n'est plus privilégiée, parce que sur le continent africain s'installent la Chine et la Russie, et par conséquent, l'objectif économique pour tout étudiant, c'est de connaître la langue russe et le chinois, et un peu d'abandonner le français. Qu'en pensez-vous? Alors, merci Mireille pour cette question. Moi, je distinguerais deux choses. Il y a une chose que vous dites qui est manifeste et qu'il faut qu'on ait en tête, c'est qu'il y a une montée, en tous les cas, il y a du bruit. Je ne sais pas si c'est une montée profonde des sociétés, mais il y a du bruit autour de la place qu'occupe le français, de son origine coloniale et peut-être des effets prolongés d'une volonté de domination d'un pays sur d'autres. Ça existe, c'est dans le discours, c'est parfois dans les manifestations et ça prend des formes, y compris violentes. Moi, je suis l'Observatoire de la langue française, donc je m'attache aux faits et aux données. Ce qui est sûr, c'est que d'abord, la langue de scolarisation a été choisie par les États, par les pays africains au lendemain des indépendances, en toute indépendance justement, comme un choix rationnel face à une situation qui n'était pas la volonté de faire allégeance à un pays dont on se libérait à l'époque, mais dans des paysages linguistiques où aucune langue, dans la plupart des cas, bien sûr pas partout, aucune langue n'était susceptible de prendre en charge cette fonction essentielle dans toute société, qui est de former sa population et de l'éduquer. Donc, la plupart des pays africains, je le disais tout à l'heure, il y a quelques exceptions, n'ont pas une langue nationale susceptible de réunir toute la population et de servir de médium d'enseignement. Par ailleurs, je pense qu'il y avait un choix stratégique d'avoir une langue susceptible de permettre la communication avec d'autres pays, voire avec l'ensemble des pays, puisque le français est une langue internationale, y compris dans les organisations internationales, et donc il fallait bien là aussi faire un choix qui a été donc celui de ces pays. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si aujourd'hui, face à un discours politique qui voudrait rejeter le français, la situation se présentait dans un pays, techniquement, c'est très difficile de changer une langue d'enseignement pour une autre. Et je n'entends nulle part, sauf peut-être pour une petite partie de l'enseignement supérieur, des responsables politiques en responsabilité justement aux affaires, disons, prôner ou préparer le remplacement du français langue d'enseignement par une autre langue.
On peut adjoindre une autre langue, ça a été le cas dans certains pays à certains moments. On peut élargir l'offre de langues étrangères apprises, et ça c'est très nécessaire et très souhaitable. Et la francophonie n'a rien contre l'apprentissage de l'anglais, langue étrangère. Au contraire, c'est sans doute utile et nécessaire dans beaucoup de pays africains ou du Maghreb. La troisième chose que j'ai envie de dire par rapport à ce que vous dites, c'est qu'il y a, à mon avis, en tous les cas, les chiffres pour l'instant ne viennent pas le démontrer, un petit fantasme sur le chinois et le russe en Afrique. Il y a une influence politique de ces pays, il y a des investissements économiques, dans le cas de la Chine, très importants. Il y a l'ouverture de centres Confucius, qui peuvent être plus ou moins fréquentés, mais on n'a pas vu d'explosion non plus. Mais ça n'est pas un levier qui sera déterminant dans l'usage des langues. Et justement, mon dernier point, c'est l'usage. Comme nous le montrent un certain nombre d'études, y compris assez fines, le français est une langue de communication courante en Afrique. Bien sûr, plus dans les villes, je l'ai dit, plus dans les populations éduquées, je l'ai dit aussi, mais l'éducation, heureusement, progresse dans tous les pays, y compris en Afrique. Et donc, il n'y a aucune raison pour que ces locuteurs qui recourent au français quand ils sont entre amis, à la famille, en famille, pardon, quand ils vont dans des cercles sociaux de discussion, passent à une autre langue qui leur est tout à fait étrangère. Le français n'est pas tout à fait une langue étrangère dans la plupart des pays africains que j'ai évoqués en tous les cas, et parfois est une langue du foyer. Et donc, là encore, les déclarations politiques, c'est une chose, mais la pratique des locuteurs, c'est tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, il y a un phénomène intéressant dans la culture. Si vous regardez la musique, évidemment la littérature, on connaît les grands auteurs francophones du continent africain hein, au sens large, donc qui est très riche et très, très, très vivante. Mais dans la musique, qui concerne plus les jeunes, eh bien, beaucoup de groupes très populaires, je pense à la République démocratique du Congo, au Cameroun, où la musique a une place très importante dans la culture, eh bien, chantent, certes en français, dans les français de la variation sociolinguistique dont je parlais tout à l'heure, avec parfois aussi un peu de langue nationale, mais c'est extrêmement populaire et les jeunes s'en emparent et apprécient cette musique. Donc, il y a une vitalité réelle. Le vrai défi, c'est que le système éducatif doit pouvoir accueillir ces nombreux enfants de plus en plus nombreux qui arrivent à l'école et leur donner une éducation de qualité. Ça, c'est vrai. Merci Alexandre. Peut-être c'est la dernière question. Il y a aussi des questions dans le chat très intéressantes. Nous avons une personne qui a levé la main, Escoubas. C'est qui? Vous pouvez, oui, vous présenter. Bonjour. Bonjour, oui, je me présente. Merci pour cette initiative très utile et très intéressante. Donc moi, je vais juste rapidement donner mon expérience. Je suis enseignant-chercheur à l'université en langue et traduction française à l'université italienne. Et je voulais indiquer qu'il existe à l'université de plus en plus fréquemment des expériences en direction de l'enseignement supérieur, donc je parle de l'enseignement supérieur italien, et qui consiste à offrir la possibilité de créer des modules d'intervention qui sont censés être des parcours d'orientation, des parcours transversaux en direction des étudiants, des élèves des lycées. Donc, depuis 2018, j'anime un module de cet ordre et justement, j'essaie, par le biais d'une intervention informelle et par le biais du plurilinguisme, de revaloriser un peu le français aux yeux des étudiants qui, en général, ne l'étudient plus dans l'enseignement supérieur italien. Du moins, certains ont juste une petite, un petit parcours de 2 ans ou de 3 ans, mais en général, ça s'arrête là parce que d'autres langues sont privilégiées. Ce qui n'enlève rien au fait que l'Italie, bien sûr, est un des promoteurs du français. Mais voilà, je voulais donc renforcer l'argument de l'approche d'une part informelle et d'autre part plurilingue pour revaloriser, disons, l'intérêt du français dans les écoles avant l'université, disons. Et le deuxième point qui s'adresse spécifiquement à M. Wolf, c'est
existe-t-il des moyens ou des canaux qui pourraient permettre de, disons, promouvoir des collaborations entre l'université italienne et ces organismes dont vous avez cité l'action, qui pourraient, bon, dans des formats plus ou moins à étudier, valoriser justement ces étudiants qui choisissent de continuer à se spécialiser en français pour être des professeurs de français. Voilà, donc là, je parle en tant que formateur universitaire qui a dans l'idée, qui a certaines, disons, qui aurait des propositions à faire, mais je voudrais savoir si c'est à qui il faudrait les adresser. Voilà. Merci, merci. Donc, je m'appelle Marie-Pierre Escoubas. Marie-Pierre Escoubas. Je n'ai pas eu le temps d'accéder avec mon… Merci Marie-Pierre. Je laisse la parole à Alexandre. C'est la dernière intervention. C'est déjà 18h23. Vous avez eu le diaporama de Monsieur Wolf où il y a aussi les adresses mail. Donc, vous pouvez le contacter pour toute question, toute précision ultérieure. Alexandre. Allez. Bien sûr, avec plaisir. Et puis, merci à Marie-Pierre pour cette question. Oui, alors, c'est vrai que dans le domaine universitaire, c'est plutôt l'opérateur de la francophonie spécialisée, qui est l'Agence universitaire de la francophonie, qui déploie des programmes de coopération entre universités. Et il y a un bureau Europe. Alors là aussi, je pense que vous allez trouver ça facilement sur Internet. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire. Qui gère cette coopération. Elle est assez dynamique et en plus, elle prend en compte justement cette diversité des contextes d'apprentissage du français ou en français et des études francophones aussi dans certains cas, et favorise encore un peu, c'est un des derniers vecteurs de la mobilité, ce qui est quand même, je le disais tout à l'heure, aussi un élément important en faveur de l'apprentissage des langues en général et du français en particulier. Donc, c'est plutôt eux. Après, si c'est de la formation de formateurs, c'est vrai que notre centre régional d'enseignement du français peut être concerné. Alors, évidemment, c'est sur l'Europe centrale et orientale, mais il faut voir s'il n'y a pas des ressources disponibles en ligne, des méthodes. Il y a maintenant beaucoup de choses en numérique qui peuvent être mobilisées. Là aussi, ils ont un site, le CREFECO, avec lequel vous allez pouvoir correspondre. Et sinon, n'hésitez pas à vous adresser à moi. Je voulais juste dire une chose à propos d'un des commentaires sur l'utilité du français qui a été fait dans la discussion écrite. Ce que fait l'Observatoire, c'est pas l'Observatoire il ne fait qu'observer, mais la francophonie fait beaucoup de choses. La francophonie fait beaucoup de choses elle a une direction de la francophonie économique et numérique, et elle procède vraiment par justement des appels à projets pour financer des jeunes francophones à l'échelle de tous les pays membres, hein, mais en particulier au Sud, pour que leur initiative, leur petite entreprise, leur innovation, hein, puisqu'il y a aussi une question d'innovation, soit soutenue et financée en partie, en tous les cas, par la francophonie. Oui, donc ça, c'est un volet très, très important qui se développe de plus en plus. Et la secrétaire générale de la francophonie, pour un public plus ciblé, hein, qui sont les femmes et les filles, a lancé un grand fonds qui s'appelle la francophonie avec elle, qui fonctionne aussi par appel à projet et qui permet à toutes ces initiatives de francophones de par le monde d'être aidées, accompagnées dans leur lancement. Et évidemment, ça aussi, c'est un facteur important pour voir l'intérêt d'être francophone. Eh bien, c'est aussi de pouvoir développer des activités, y compris lucratives, pour la vie de tous les jours. Eh ben, Alexandre, merci. Je ne sais pas si Marc veut dire quelque chose pour compléter cette soirée. Moi, de ma part, je vous remercie infiniment, Alexandre et Ima, parce que, comme vous l'avez vu, ça a été bien passionnant. Les collègues ont bien apprécié cette rencontre et ils ont soif d'en savoir toujours plus. Dès que le rapport complet
sera disponible en ligne. Nous allons le véhiculer aux collègues qui ont participé à cette réunion et le rendre disponible aussi sur nos réseaux sociaux, évidemment. Donc, merci Ima pour ta participation. Merci Alexandre. Merci Marc à vous, merci Cerdan, beaucoup. Marc, merci pour cette participation et la Fondation des Alliances françaises est disponible à entreprendre n'importe quelle action de soutien à ce rayonnement du français. C'est une diffusion pour l'instant. Nous devons faire en sorte qu'il soit réel, ce rayonnement du français, à travers nos actions au quotidien. Donc, merci à tout le monde et à une prochaine initiative. La dernière fois, avec Alexandre, c'était en Italie, à Rome, en 2019. On devra reprendre ces initiatives en présence. Merci à tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.